Audrey Paquette et bienvenue à ma curiosité. Aujourd'hui, à ma curiosité, on jase tabous et préjugés parce que, comme dirait Plontu, en fait, observer les tabous, c'est pas nécessairement une régression, c'est pas nécessairement un pas en arrière pour la liberté d'expression, c'est vraiment un pas en avant pour l'intelligence. Donc, avec mes chères collaboratrices, aujourd'hui, on brise le silence et puis on démystifie certains tabous, certains préjugés. Donc, bonjour à toutes. Bonjour Audrey. Je suis contente de vous voir. Et donc, Marie, toi, dis-nous, qui est l'invité d'aujourd'hui? Eh bien, j'ai un invité bien spécial. Oui. C'est un modificateur corporel. OK, intéressant. Et toi, Eva, on s'en va dans un sujet plus sensible, mais tout aussi important. Oui, un sujet connu, mais tabou. Donc, je vais discuter de violence conjugale. OK. Oui, très important. Et Dalla, toi, tu nous amènes plus vers l'art du spectacle. Tout à fait. Eh bien, j'ai rencontré deux personnes inspirantes et on va parler de spectacle. OK. Tu nous en dis pas plus, c'est intriguant. Je le laisse pour la fin. Et Noémie? Oui, moi, c'est ça, je voudrais, c'est un portrait des personnes analphabètes, puis on va pouvoir en parler tout ensemble. Super. Et on a également la chance de visionner deux reportages avec Camille et Marc. Et je vous dis, là, ça vaut la peine de rester avec nous jusqu'à la fin. Et donc, on va commencer l'émission tout en douceur en parlant d'un sentiment dont tout le monde connaît, l'amour, hein, et qui peut être un sentiment très agréable. Et puis, Magali, toi, tu t'es intéressée plus précisément au polyamour. Oui, Audrey, en effet, oui. Et le polyamour, ça le dit, c'est d'aimer plusieurs personnes à la fois, Oui. mais de façon consensuelle et éthique. Mais dis-nous, comment est-ce que tu décrirais une polyamoureuse? En fait, pour faire cette chronique, j'ai consulté, j'ai fait des recherches et puis j'ai parlé à Héloïse Lapointe-Leblanc, qui elle-même est une polyamoureuse. Puis elle me disait que c'est une question de cheminement, de questionnement, parce que souvent les gens sont déjà en couple et puis il y a des tiraillements ou bien elles deviennent amoureuses de d'autres personnes, mais tout en aimant leur partenaire. Ils sont malheureux parce qu'ils sont pris à l'intérieur. Il y a ça d'une part, mais il y a justement ces conflits-là. Bon, des fois, les couples peuvent se parler, donc ils décident de soit devenir des couples ouverts, puis les deux peuvent prendre comment dirais-je, L'indépendance. Non, plutôt cheminer vers le polyamour, ou bien ça se sépare, puis l'un d'entre eux, va vivre une relation polyamoureuse. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, mais sans le savoir, parce que pour eux, une seule personne ne peut pas suffire à tout. Remplir tout. C'est pas quelque chose qu'on connaît. Ben, c'est ça. c'est effectivement un tabou parce que les gens peuvent ressentir cette émotion, mais ils se disent, mon Dieu, c'est pas normal. Je sais qu'avec la société, je dois pas être comme ça. Mais dis-moi, c'est un sentiment qui existe depuis toujours. T'sais, on réinvente pas la roue, là, mais on a créé ce terme pour pouvoir décrire le sentiment. Dis-moi, c'est quand que ça a apparu concrètement? Concrètement, c'est dans les années 60. Ça a apparu dans un roman de science-fiction américain. Et puis, vers les années fin 90, c'est le mouvement féministe et progressiste, ça a commencé à émerger. Des années 2000, dans le milieu underground à Montréal, ça commençait déjà à se parler. Puis plus précisément, 2010, Internet était déjà là, mais les réseaux sociaux, ça a été le grand boom. Mais oui, et d'ailleurs, ils ont une page Facebook qui existe depuis 2015. Et puis, donc, les gens peuvent se rencontrer, aller sur Facebook. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui interagissent sur la page, dans le sens que, si on ne veut pas s'identifier nécessairement? Je ne saurais pas te dire, mais il y a à peu près 4000 polyamoureux à Montréal. OK, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup plus, même peut-être parmi nous. Fort probablement. C'est jamais Il y en a des cachés. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont plus fermés d'esprit, puis qui ont tendance à juger. Hein. Donc, les polyamoureux qui s'identifient doivent rencontrer des préjugés constamment. Ça doit être quand même difficile. Oh, que oui, madame. Il y en a. Justement, Héloïse, à qui j'ai parlé, Héloïse Lapointe-Leblanc, elle me disait que le tabou, c'est sûr que votre histoire, c'est pas sérieux, vous êtes égoïste, vous ne pensez pas aux enfants, c'est immoral, puis vous faites ça pour de l'argent. Mais le tabou, le préjugé le plus tenace, c'est qu'on le sait bien,
vous voulez toujours avoir des relations sexuelles, puis c'est de l'orgie, votre Ah, les affaire. gens qui parlent Ah de oui, ça. c'est vraiment sans C'est connaître pas ce juste que du c'est. sexe, l'amour. là. Non, c'est ça, il y a une intimité aussi entre eux. Absolument. Mais dis-moi, niveau légal, si jamais 3 personnes dans le couple veulent être parents du même enfant, comment ça se passe? Bien, disons, malheureusement, en tout cas, le droit québécois ne permet pas à plus de 2 personnes d'être parents. Donc, ils ne reconnaissent pas 3. Donc, c'est 3 parents ou 4, c'est Ouais. limité. Donc, si jamais il y avait une séparation, donc, celui qui veut être le 3e ou 4e parent, ben, Il y en a juridiquement seulement 2. parlant, il ne peut pas. Mais le Code civil le permet. Disons que, bon, en fait, non, je dois dire que c'est préférable que les gens consultent le Code civil parce que le parent qui a l'autorité parentale peut le déléguer. Peut la déléguer, pardon. Donc, ça peut se Éventuellement, faire, mais ils peuvent oui. pas être Mais il faut trois en même vraiment... temps. Non, pas au Québec. Je sais que c'est à Terre-Neuve, il y a à peu près OK. 2 ans, il y a un juge qui a reconnu 3 parents OK. pour un enfant. Il a dit oui, c'est bon pour son évolution au niveau affectif, tout et tout. Mais Ben, le Québec n'est j'imagine, pas encore c'est de rendu là. plus en plus d'amour. On en veut, hein? On manque pas de ça. Ben, c'est ça, ils ont besoin. Mais mon Dieu, je me dis, les gens doivent être... Il faut pas être jaloux, hein? Pour être dans ce genre de relation. Ben, c'est un sentiment humain. Ben, l'avez-vous Oui. déjà été, mesdames? Absolument, Non, je suis personne certaine. ne l'a été, d'accord, d'accord. Mais ce qui arrive, c'est Mais- que ça existe chez eux aussi. Ouais. Mais au lieu de parler de jalousie, ils vont parler de compersion. Fait que la compersion, c'est, différent, comment dirais-je... Je pense d'aimer. Oui, c'est, comment dirais-je... D'aimer voir son compagnon se réjouir En effet, avec un autre c'est compagnon. ça, c'est Hey, un merci. bonheur Oui. C'est de fou, faire intéressant. ça. On pourrait parler de ça pendant 1 heure. Merci pour ta recherche, ton partage de connaissances. Et bien entendu, tout commence toujours par une histoire d'amour. Hein. Mais malheureusement, ça peut être un sentiment qui est très agréable, mais aussi un sentiment qui est plus dangereux, qui fait mal. Et donc, Eva, toi, tu t'es intéressée, tu démystifies dans le fond la violence peuvent vivre les femmes et les hommes en couple. Et les hommes aussi en couple. Oui. Justement, tout commence par l'amour, mais certains couples finissent par la haine. Et dans certaines couples, il y a de la violence conjugale. Et on en parle, mais on n'en parle pas beaucoup, je trouve, parce que les gens qui vivent la violence conjugale n'ont pas comme premier réflexe d'aller se plaindre ou d'en parler. Leur premier réflexe, c'est généralement de se cacher, de la honte. Ouais, c'est ça. Probablement se remettre en question. Beaucoup, souvent, beaucoup, parce Mais qu'ils vont se dire que c'est justement leur encore tabou. faute. Ça, Ben, ça c'est- rejoint notre thématique. c'est ça, c'est- Les hommes, il faut qu'on déstigmatise ça. Parce Démystifie que, ça justement, aussi, ils ont ben oui. honte, puis c'est Ben, bien qu'on en parle aujourd'hui. Ben oui. Justement, on va parler. C'est quoi la violence conjugale? Oui, décris-nous donc. Justement, quand on parle de violence conjugale, on peut penser que c'est une violence dans un couple, que les deux sont violents. Mais non. Il y a toujours un agresseur qui est le même et une victime qui est la même victime. Et le but de l'agresseur, c'est vraiment avoir de l'emprise sur sa victime et faire en sorte que sa victime ne le quitte pas ou ne la quitte pas. Dans Mais le- ça peut jamais être des deux bords. Il y a c'est toujours obligatoirement d'un côté, c'est toujours un côté OK. et l'autre. Il y a toujours un agresseur, toujours une victime. Et ça touche toutes les tranches d'âge, des vieux, les jeunes. Et dans mes recherches, j'ai vraiment découvert que la tranche d'âge même la plus touchée, c'est les 18 à 29 ans. Ah ouais, c'est étonnant. C'est vraiment très étonnant. Mais vraiment, moi, je pensais que c'était Aussi les plus jeune. vieux, mais aussi jeunes vivent de violences Puis ils savent peut-être moins conjugales. gérer leur colère. Mais tiens, encore là, toutes les situations qu'on entend, parce que oui, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus depuis les dernières années, heureusement, mais on dirait que de plus en plus, des statistiques que j'entends, c'est les gens sont plus âgés, plus ils passent Non, les pas cas. forcément. Et Ouais. les victimes sont des femmes. Donc, on sait que, d'après justement les statistiques du gouvernement, 78% des femmes déclarent qu'elles sont victimes de violences conjugales. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des hommes. Il y a quand même 20% 78% des violences conjugales sont des femmes. Oui, c'est ça. Mais c'est il y a ça. également l'autre proportion qui sont des hommes. Qui sont des hommes. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on n'en parle justement pas. Quand une femme est violentée, il y a des ressources, il y a un réseau qui se met en place Ouais. automatiquement. Mais quand un homme vit de la violence conjugale, C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup c'est ça le tabou dont ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire, ils ont honte d'en parler. Vous savez que les hommes n'aiment Mais pas t'imagines forcément. juste la situation. Hey, ma femme me bat. Oh, arrête. C'est ça, là. pour l'ego, Mais, tu sais, etc. Les Mais gens, même ça entre eux, aussi, qui se ben, confient, vont mais- dire hey, là, t'es capable Mais d'en ça prendre. aussi dans les couples homosexuels, Ouais, c'est de c'est plus ça. en plus, il y a des couples hommes et hommes, donc c'est aussi dans les Mais couples dis-moi, est-ce qu'il y a homosexuels. des organismes qui sont Oui. mis en place pour venir en aide aux hommes? Oui, justement,
Bon, juste pour avoir une idée de l'évolution, dans la dernière décennie, il y a eu un bond de 35%. De 2006 en 2015, c'est passé de 88 cas mentionnés à la police à 119 cas, si je ne me trompe pas. Non, il y a un bond de... Ouais, c'est énorme. Et oui, il y a des organismes qui en parlent. J'ai découvert dans mes recherches le service d'aide aux conjoints, qui est un service qui a été créé en 86, justement dans le but de faire parler les hommes. Parce que les hommes, d'aller se confier, les hommes avaient honte de parler de violence conjugale, dont l'organisme avait comme but principal de faire parler les hommes. Maintenant, ils ont beaucoup plus d'activités. Ils englobent tout, les divorces, les séparations, enfants et tout, mais l'objectif principal, c'est vraiment de parler de violence conjugale. Et un autre deuxième organisme aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'entraide pour hommes à Montréal. Donc, c'est un organisme créé par les hommes pour les hommes. C'est assez bizarre de le dire en 2020, un organisme créé par les hommes pour les hommes, mais c'est un organisme qui permet aux hommes... T'étais-tu dans les préjugés? Voilà, j'étais dans les préjugés, merci de me le rappeler. Mais c'est un organisme où les bénévoles, les travailleurs et tous ceux qui y vont sont vraiment les hommes. Et les hommes peuvent vraiment aller se confier sans préjugés et parler de tout. Il y a aussi de la solidarité aussi. Mais je trouve ça, c'est frustrant d'entendre parler de ça, mais en même temps, je me dis, c'est beau qu'on en parle, même à la télé en ce moment. Chapeau même de nous avoir partagé ça. Je te remercie. Et puis là, on se dirige avec Marie qui nous dirige dans un tout autre univers, avec son invité, Skoll. Mais juste avant, on s'en va en pause musicale avec Jody qui nous présente l'artiste de la semaine. Je suis en compagnie d'un groupe qui a non seulement du blues, mais qui a aussi du rock and roll. Je parle de Éric Farran et de Ramblers. Bienvenue à l'émission. Merci, Jody. Est-ce que tu veux nous présenter les membres de ton groupe? Monsieur Dave McLean à la basse. Dave. Monsieur Guy Pollan à la guitare. Salut. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Le groupe existe depuis 19 ans. À travers les années, il y a quelques musiciens qui ont changé. Mais Dave, on joue ensemble depuis 12 ans. Guy est tout nouveau, c'est un peu moins qu'un an, à peu près un an. Est-ce que tu dis, est-ce qu'à cause, il y a eu des changements dans le groupe, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile pour toi d'être en création? Avec les changements, c'est plus difficile parce qu'on recommence à zéro, mais ça apporte toujours une nouvelle énergie, une nouvelle fraîcheur. Donc, c'est un peu plus difficile, mais des fois, c'est agréable quand c'est nécessaire. OK. J'ai constaté que dans tes chansons, il y a beaucoup de... Tu chantes beaucoup avec un humour noir. Je vais penser à la chanson Sabrina. Est-ce que tu peux parler de ça un peu en détail? Écoute, cette chanson-là, Sabrina, c'est ce qu'on appelle un shuffle. On voulait faire un shuffle comme le grand classique de Pride and Joy de Stevie Ray Vaughan. Et on trouvait qu'au Québec, il n'y en avait pas dans ce genre-là en français. Donc, on s'est inspiré de... Trois quarts des chansons sont inspirées de les relations qui vont pas toujours bien et inspirées d'une relation qui n'a pas super bien été. Est-ce que c'est tout des... Ça veut dire que l'essence de tes histoires, est-ce que c'est toutes des anecdotes qui sont vraies? C'est des anecdotes qui sont vraies, effectivement. On les garde plus politiquement correctes. Et en le rendant dans des chansons, on dirait que ça aide à passer le mal. Le mal, OK. Alors, c'est une bonne façon pour toi de t'exprimer sur tes peines d'amour ou tes bonheurs en amour. C'est pour ça. Bien dit. OK, parfait. Bien dit. Là, j'ai vu comme quoi que tu travailles, tu as un nouveau projet sur lequel que tu travailles. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de cet album? Mais nous avons des nouvelles chansons en chantier, dont une qu'on va présenter tantôt. Il y en a deux qui sont sur le CD que ça va me faire plaisir de te donner. Okay. Et il y en a une qui est en chantier, une chanson country en français. OK. Donc, on va la présenter tantôt. Ça devrait être le single de notre nouvel album, d'un album à venir, si tout se passe correct cette année. Parfait. Alors, si on veut se procurer l'album ou savoir où est-ce qu'on peut te voir en spectacle, sur quel site qu'on peut on peut aller sur le site du band, theramblers.org, www.theramblers, en un mot.org. Parfait. Est-ce que ça, c'est... Avoir un CD, ça, c'est notre... Ça, c'est notre CD actuel, Suicide Blues, avec 2 chansons que nous allons jouer là-dessus. Ça me fait plaisir de te le donner. Oh, merci, c'est gentil. Et un petit harmonica, un vrai. Essaye-le. Oui. Puis c'est un porte-clés. Je vais pouvoir joindre le groupe. Puis c'est un porte-clés. Et sur l'harmonica est gravé avec le nom du groupe et mon nom. Merci, c'est gentil. Alors, je vais vous laisser avec Éric Farran et The Ramblers. J'avais tellement envie que ça marche avec toi. Je
je me balançais de ce qui était mal. Tu as de la peine, mais ne t'en fais pas. Pour la première fois, c'est pareil pour moi. Je chante une chanson que je ne veux pas chanter. Je chante une chanson que je ne veux pas chanter. De tout ce que je n'ai pas laissé passer, t'étais jamais capable d'apprécier. J'avais plein de raisons de me fâcher et j'ai eu droit à tout un lot de méchanceté. Je chante une chanson que je ne veux pas chanter. Je chante une chanson que je ne veux pas chanter. Peux-tu encore sortir avec moi? J'ai toujours aimé quand tu étais là. Sabrina, Sabrina, tu me manques déjà. L'histoire est terminée, il ne me reste qu'à avancer. Quand je vois tes annonces pour rencontrer, je peux pas m'empêcher de soupirer. Je chante une chanson que je ne veux pas chanter. Et je chante une chanson que je ne veux pas chanter. Peux-tu encore coucher avec moi? J'ai toujours aimé comment tu faisais ça. Sabrina, 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 tu me manques déjà. Sabrina, tu me manques déjà. Sabrina, Sabrina. Cette semaine, notre émission porte sur les tabous et j'ai un invité bien spécial à vous présenter. Il est modificateur corporel et propriétaire du studio Cracheur d'encre. Skoll? Salut. Salut, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait plaisir. Dis-moi, comment as-tu commencé les modifications corporelles? Avant les modifications corporelles, j'ai commencé, bien sûr, par apprendre à marcher, c'est-à-dire apprendre à percer. C'est toujours un bon départ. Cours anatomique, cours de prévention de contamination croisée, parce qu'avant même de toucher à une aiguille, c'est important de savoir comment en disposer, comment ne pas contaminer tout ton environnement de travail. Parce que souvent, exemple, le monde va avoir peur du VIH. Le VIH, lorsque rendu sec, à l'intérieur de 5 à 7 secondes, vient à être éradiqué, versus les virus à coque. Par exemple, toutes les souches tuberculiques, hépatiques ou streptocoques, pour nommer les plus populaires, vont survivre 3 à 5 jours à l'air libre, ou pire que ça, 21 à 30 jours en milieu in vitro, comme dans une seringue. Donc, il faut savoir comment nettoyer puis préparer ton espace de travail. Exactement. Ensuite de ça, ayant performé à peu près tout ce qui était possible au niveau de perçage, c'est là que, en tant que éternel élève, j'ai décidé de virer vers les modifications corporelles, que
honnêtement, les limites sont presque infinies. On pourrait toujours étudier et évoluer là-dedans jusqu'à temps que de venir à jaser de nanotechnologie. Oui, on va pratiquement. finir par devenir des cyborgs. En fait, l'avènement du transhumanisme s'en vient à grands pas. Déjà, on implante des puces RFID et NFC au niveau des mains. C'est quoi ça? Excuse-moi, des puces RFID? RFID et NFC. Autrement dit, c'est l'équivalent de ton PayPass que tu aurais sur ta carte Visa ou avec ton téléphone, que tu peux t'en servir même en Europe pour prendre le TGV, exemple. Ou, v'là 2 ans de ça, lors de phase 3, qui était au festival pendant le festival Juste pour rire, j'ai fait l'union justement dans le transhumanisme de 2 congressistes qui on leur implantait justement la puce au niveau de la main et à la fin de la 2e journée de congrès, ils échangeaient leurs vœux de mariage dans le transhumanisme par une simple poignée de main. Ah, c'est donc bien hot! Puis toi, est-ce que tu en as des moi, en fait, j'ai pas de puce NFC RFID. Ben, pas encore. Je suis un Pokémon en pleine évolution. Mais Quand tu es mort! Quite a lot. Donc, ensuite de ça, sinon, j'ai un implant magnétique au niveau du doigt. C'est un MRI, c'est ce qu'on appelle en anglais un Rare Earth Iridium Magnet. Dans le fond, ce que ça fait, c'est ça vient tirer toutes les nerfs autour de la pochette de tissu cicatriciel. Et ça prend 4 à 6 mois à ton cerveau à justement l'assimiler comme un 6e sens. Autrement dit, je passe mon doigt sur un fil électrique, je peux savoir où est la coupure. Ou si je passe à travers un détecteur de métal, il va se mettre à vibrer très fort. Puis toi, t'es pas encore en train de devenir électricien. Là. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon département. Mais tu vas savoir, mettons, où est le courant. Oui, ou sinon, ça te permet de soulever des petits objets. Puis, dans mon cas, à moi, c'est tout simplement repousser les limites du corps humain et à la découverte de nouveaux trucs à faire. Sensations. Puis d'ailleurs, est-ce que, justement, il y a des limites que toi, mettons que quelqu'un vient te consulter en modification corporelle puis dit, non, je suis pas à l'aise avec ça, ou quelque chose que tu veux ou ne peux pas faire? Oui, en fait, il y en a plusieurs. Premièrement, à noter que je fais de l'intervention mineure et non de la chirurgie. Je ne suis pas chirurgien. Donc, non, je n'irai pas faire des facelifts. Non, je n'irai pas faire d'altération au niveau génital. Je vais poser des petites prothèses de silicone, comme exemple mon araignée au niveau de la main, au niveau de mes cornes que j'ai. Mais je n'irai pas poser de faux seins. Tout ce qui est performé par le Collège des médecins, je m'en abstiens. Ça reste en médecine. Exactement. Puis ça, exactement, tes implants, c'est fait en silicone? Oui, c'est ce qu'en anglais, ils appellent cassette silicone, qui est un silicone solide qui va toujours reprendre sa forme, contrairement au silicone liquide. Qu'on vient faire tout simplement une petite incision, décoller les tissus, la glisser sous et refermer l'incision par la suite. Ah, c'est vraiment cool. Puis ça, tu peux en mettre partout. Presque partout. C'est sûr que ça sert à ça, les cours. Il y a certaines règles à respecter. Comme exemple, bien sûr, on n'ira jamais en mettre dans les endroits où il va y avoir beaucoup de mouvements, comme exemple au niveau du cou. Tout ce qui est au niveau des joints de flexibilité, la règle, c'est toujours au moins un bon pouce et demi de distance pour ne pas créer d'inconfort. Sinon, tu disais chose que je vais refuser de faire. Autant que je vais aller couper des langues en 2, une bisectomie, que j'ai certains clients qui sont venus me voir pour faire des ablations, exemple de bout de petits doigts, tout ça. Que moi, ça, c'est mes croyances à moi. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Mais ça, c'est... Ça rentre dans ce que moi j'appelle de la mutilation corporelle et non modification corporelle. Certaines personnes vont dire, oui, mais c'est quoi la limite entre les deux? Un petit peu le gros bon sens, puis en même temps, je fais, pour ma part à moi, je fais des altérations pour venir augmenter. Hey, autant au niveau du look que énormément, Skoll. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je t'invite à rester avec nous. Et puis maintenant, on va poursuivre en reportage avec Camille qui va nous présenter le Centre Jeunesse Emploi de Laval.
Bienvenue au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, un organisme communautaire qui aide les jeunes de 16 à 35 ans. Ce dernier a notamment changé la vie de Frédéric et Natacha. Allons à leur rencontre. Natacha, présentement, est au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Ici, c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? En fait, ça représente une bonne partie de ma vie. Il y a exactement 2 ans, je me suis présentée ici. Ma mère était hospitalisée. J'ai fait le choix de la placer en centre d'hébergement. Puis je connaissais déjà la ressource. Donc, je me suis rendue ici pour soit trouver un emploi ou de retourner à l'école. J'étais un peu mélangée. Fait que j'ai rencontré une intervenante qui me parlait du programme Départ à 9. Ce programme-là est fait, dans le fond, pour des jeunes de 18 à 28, si je me trompe pas. C'est pour les guider à soit retourner à l'école ou sur le marché du travail. Jennifer, dans le fond, m'a donné les ressources que j'avais besoin pour mieux m'épanouir. Je suis une personne qui vivait beaucoup de choses difficiles avec ma mère. J'ai été aidante naturelle pendant 2 ans. Donc, mentalement, j'avais besoin d'aide. Donc, Frédéric, t'es un gars de Chemédé. Parle-nous de ta jeunesse. Ma jeunesse, j'ai passé une jeunesse assez compliquée. J'ai eu beaucoup de problèmes familiers. Disons, j'ai été, un peu le mouton noir par rapport aux choix que j'ai entrepris durant mon cheminement de la vie. Ça n'a pas toujours été accepté. Comme quel genre de choix? Des choix de lâcher l'école, par exemple, d'aller dans le monde criminel, vers le monde de la drogue, le monde du vol. À l'âge d'à peu près 15-16 ans, je suis tombé dans le monde de la cocaïne. Okay. À force d'en faire, j'ai eu des problèmes avec mon nez. Fait que mon ami m'a présenté ce qu'on appelle le crack. Puis j'ai pris goût, puis je suis tombé malheureusement dans le pattern de la drogue dure. Moi, ça partit avec des problèmes de consommation surtout, qui est suivi par des problèmes familiales, des batailles avec mon père, des chicanes avec ma famille, beaucoup. J'ai pas su être accepté. Alors, c'est ce qui en est venu à ce que j'aille dans la rue. J'ai été expulsé de chez moi par rapport à mon comportement, malgré l'aide de mes parents qui ont pu me soutenir dans différents choix de mon parcours. Je l'admets que j'étais assez compliqué de vivre, puis ça m'a porté à la rue, malheureusement. OK. Comment qu'on coupe les ponts avec un réseau social de consommation, puis tout ça? Puis comment qu'on fait pour couper ça, puis se créer un autre réseau? Effectivement, c'est un gros sacrifice à faire. C'est pas facile. Ça, c'est sûr, c'est pas facile. Moi, dans le fond, j'ai dû faire des sacrifices envers des amis que ça faisait 10 à 15 ans que je connaissais. Malheureusement, c'est un mal pour un bien. J'ai pensé à mon bien-être, ma santé avant moi-même. C'est sûr que c'était pas facile à faire. Il a fallu que je parle à plusieurs personnes, que je demande des conseils à plusieurs personnes avant de prendre ma décision. Ça a été crève-cœur, mais d'un côté, je me suis dit que ça a été la meilleure solution pour moi-même. Selon toi, l'aide sociale, est-ce que selon toi, c'est utile en tant que tel? C'est utile. Je pourrais pas dire vitam aeternam. Moi, ça m'a été utile vraiment dans un temps que c'était très rude pour moi dans la vie, très dur, j'étais perdu. J'avais plus aucun moyen de revenu. Ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse être admissible à l'aide sociale. C'est sûr que c'est pas la meilleure des choses, sauf que c'est un soutien de plus pour les personnes qui sont démunies ou qui sortent de prison, exemple, ou de la rue, puis qui ont besoin d'un revenu tel quel parce qu'ils ont peu d'expérience dans leur CV. Bien, ça, c'est assez utile pour pouvoir au moins payer ton loyer ou manger un petit peu. Frédéric, de quoi tu es fier récemment? Là, comme là, ça va bien tes affaires présentement, puis de quoi tu te sens vraiment fier? De ce que je suis le plus fier, c'est de ne pas avoir lâché. Parce que je peux dire, avec tout ce que j'ai passé à travers mon cheminement, après toutes les difficultés que j'ai eues, que j'aurais pu me donner de raison de lâcher, je dis pas que j'ai pas baissé les bras. J'ai baissé les bras, mais sans abandonner. Suffit juste, dans le fond, vraiment la volonté. J'étais allé chercher de l'aide. J'ai beaucoup parlé. J'ai ma colocataire aussi qui est avec moi, qui est un bon soutien dans les moments assez compliqués parfois, puis les intervenants aussi. Alors, c'est vraiment ce qui m'a motivé. C'est l'entourage surtout que j'avais, puis de voir que pour une fois, mais on m'a pas, j'ai pas été abandonné ou j'ai pas abandonné quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait sortir de tous ces problèmes-là? Dans le fond, ce que je peux conseiller à quelqu'un, c'est d'aller chercher de l'aide puis de ne pas avoir peur. Moi-même, dans un temps, aller chercher de l'aide, j'ai cru ça comme un signe de faiblesse. Je pensais c'est être faible, c'est montrer aux autres que tu peux pas avancer parce que tu as besoin de quelqu'un dans la vie. J'ai vu ça vraiment longtemps comme un signe de faiblesse, jusqu'au jour où moi, je suis allé chercher de l'aide par moi-même, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est juste être fort dans la vie, puis c'est un signe de forteresse. Puis je conseille vraiment que si vous êtes dans la même situation que moi, là, de pouvoir aller chercher l'aide nécessaire, puis il y a tout le temps des ressources à bonne place avec les bons numéros. Comme on a vu, le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval a changé la vie de Frédéric et de Natacha.
et il en changera d'autres pendant longtemps encore. C'est vraiment touchant. Il y a une phrase qui a été dite, c'est « J'ai baissé les bras sans jamais abandonner ». J'ai trouvé ça vraiment touchant. C'est un message de persévérance, un message de courage envoyé directement aux jeunes, tu sais, qui veulent s'en sortir sûrement. Puis moi, non, j'ai trouvé ça vraiment touchant. J'ai beaucoup d'empathie en ce moment, de sympathie. Et puis, tu sais, le décrochage scolaire, c'est aussi relié avec la hausse du taux d'analphabétisme, qui est également un phénomène qui est tabou. Et puis, Noémie, dis-moi, pourquoi est-ce que, selon toi, c'est encore un phénomène tabou, même à notre époque? Oui, on en parle encore aujourd'hui parce qu'en fait, les personnes sont stigmatisées. Par contre, plus elles en parlent entre elles, plus elles s'aperçoivent qu'elles ne sont pas toutes seules dans cette situation-là. Par contre, il y a encore effectivement des idées reçues qui persistent. Par exemple, on va dire qu'un parent analphabète aura toujours un enfant analphabète. Ça, c'est pas nécessairement le cas. Exactement. En fait, c'est pas une cause à effet. Si l'enfant est outillé dès son plus jeune âge, il aura toutes ses chances pour son entrée à l'école. Donc ça, c'est une idée aussi. Puis dis-moi, est-ce qu'il existe plusieurs niveaux d'analphabétisme? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y en a principalement 3. Le complet, le fonctionnel et celui de 3e degré. Donc le complet, en fait, les personnes ne savent ni lire ni écrire. Souvent, elles vont faire un X en bas des documents comme signature, puis ils vont reconnaître, par exemple, un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie, mais ça s'arrête là. Les analphabètes fonctionnels, en fait, ils sont quand même assez nombreux, sont capables de lire et d'écrire, mais en fait, ils vont avoir des difficultés à retirer de l'information complexe des textes un peu plus compliqués. Et enfin, le 3e degré, là, les personnes peuvent lire, mais de façon vraiment non exhaustive. Et elles vont éviter toute situation de lecture, en fait. Puis, tu sais, je me dis, c'est difficile de reconnaître un analphabète dans la rue. C'est pas écrit sur son front « Je suis analphabète », là. Puis, j'imagine qu'on doit en côtoyer même plusieurs au quotidien sans même le savoir depuis même un moment. Tu sais, c'est quand même touché, je trouve. Oui, effectivement. En fait, elle développe des trucs et astuces consciemment ou non, en fait, pour passer inaperçu. Parce que comme on parle de tabou ce soir, c'est effectivement les premières victimes, si je peux dire, de ça. Elles passent vraiment... par exemple, elles vont ramener un document chez elles pour le lire ou pour avoir de l'aide. Elles vont demander à quelqu'un de prendre des notes à leur place. Elles vont plutôt mémoriser l'information plutôt que de l'écrire, évidemment. Puis c'est là qu'intervient la Fondation pour l'alphabétisation. Oui, c'est ça, il y a des ressources qui exactement, cette fondation, en fait, démystifie vraiment toutes les idées reçues puis apporte des outils nécessaires pour savoir comment interagir avec eux. Ils sont situés dans quel coin, eux? Ils sont à Montréal, en fait. Ils sont très accessibles. Ils sont vraiment dans le quartier, en fait, Montréal. Puis dis-moi, quelles ont été les premières actions au Canada là, qui ont été mises en place pour lutter contre l'analphabétisme? Mais je te dirais la plus ancienne, en fait, c'est au niveau national. C'est un organisme national. Ça a été fondé en 1899. Donc, ça fait, c'est pas jeune. C'est ça. Ça s'appelle le Collège Frontières. Puis eux, en fait, ils sont présents partout au Canada. Puis au Québec, on les retrouve à Montréal, Sherbrooke, la ville de Québec et dans le nord de la province. Puis eux, en fait, ils ont des activités ludiques et pédagogiques aussi en fonction de l'âge de la personne, puisque c'est étendu sur toute la population. Puis ils ont des programmes aussi spécialisés pour les Autochtones, les Métis et les Inuits aussi. OK. Ben... C'est assez vaste. Ben oui, ben merci d'avoir partagé ces informations-là. On espère qu'on peut en aider, même à la maison, qui veulent s'en sortir. Et puis là... on change d'atmosphère, là, je vous dis. On est rendu à ma partie préférée de l'émission et j'espère que vous êtes prêts, vous avez beaucoup d'énergie parce que c'est l'heure du quiz! Alors, comment ça fonctionne? Bien, vous êtes 3 contre 3, c'est magnifique. Et je vais tout simplement lire les questions et dès que vous connaissez la réponse, vous criez, vous chantez, vous dansez, peu importe, je veux vous entendre. OK, OK, est-ce qu'on est prêts? Oui! J'adore les filles. Parfait. Donc, question numéro 1. À partir de quelle année les couleurs arc-en-ciel sont-elles associées au village gay? A. 1998, B. 2006 ou C. 1970? On danse! C'est quoi la réponse? C'est pas 1998. Ah, moi, j'aurais dit 70. Ben là, t'avais la bonne réponse. C'était A. 1998, en fait, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, dans le cadre des travaux de réfection de la station du métro Baudry, ont installé ces couleurs arc-en-ciel pour symboliser la reconnaissance officielle par les autorités de la communauté LGBTQ+.
Je pense que je l'ai. Deuxième question. Quel est le nouveau nom du Salon de l'amour et de la séduction qui se donne tous les ans en janvier à la place Bonaventure? A. Le Salon des coquins de Montréal. B. Le Salon des tabous et découvertes de Montréal. B. Ou C. Le Salon tabou de Montréal. C. C'est le Salon tabou de Montréal. Oui, exactement. 2-0. Non, 2-0. Là, la gang qui est là. OK. Troisième question. Quelles sont les couleurs du drapeau qui représente la communauté polyamoureuse? A. Bleu, rouge, jaune et noir. B. Orange, rouge et mauve. Ou C. Jaune, rouge et bleu. C'est Et c'était A. C'était en fait bleu, rouge, jaune et noir. Je ne savais pas. Désolée, je ne sais pas. Écoutez, merci pour votre participation. J'ai adoré. Et maintenant, écoutez, j'ai du temps pour nos questions. Ouais. OK. Quel est le qu'est-ce que je vous demande? Je veux en poser une crunchy, là. OK. OK. Quel est le pourcentage de gens analphabètes au Québec? Là, on va voir si vous avez écouté. A, entre 5 à 10 B, entre 10 à 20 ou C, environ 25 Moi, je dirais environ 25 Au Québec. C'est exactement. C'est B, entre 10 à 20 Et donc, maintenant... T'es pressée, Et donc, Audrey. je le sais, mais là, c'est parce que je suis trop excitée, je pense. Et donc, en quelle année a été fondé l'organisme Cactus, service d'injection supervisé et premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord? Ça me dit A, quelque chose. en 2003, B, en 1997 ou C, en 1989? En 1989. Je dirais C. La C également. Là, il faut crier. OK, et oui, c'était une bonne réponse. C'est en 1989 a eu lieu la création de Cactus Montréal, qui est le premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Et c'est ça, dans le fond, vous pouvez me raconter des petites anecdotes. Non, je blague. L'échange de seringues, c'est de l'échange de seringues propres. Oui, écoute, il faut mettre ça au clair. Il faudrait poursuivre mes recherches. Mais sinon, si vous en avez une question à me proposer, ça serait quoi? Au lieu de parler d'échange de seringues, tantôt, on parlait de polyamour, puis il y en a qui avaient l'air à réagir Avec vos sujets, pas mal, mettons, point qu'on de vue ajoute des échange. questions. Ben oui. Qui Polyamour. a fait sa chronique sur l'analphabétisme? Oui, je pense que c'est C'est la main gauche. C'est des blagues. OK. Et maintenant, je vous demande de laisser de côté vos préjugés parce que il y a le reportage avec Marc qui découvre l'univers du poppy play. Et laissez-moi vous dire que vous allez être surpris. Donc, c'est à vous. Ma blonde m'a laissé parce que je l'ai trompée. J'essaye de l'appeler, elle me raccroche au nez. J'ai voulu me suicider, y a rien qui a marché. Les pilules que j'ai avalées, je les ai toutes recrachées. J'ai le blues. J'ai pété ma fuse, Suicide Blues. J'ai voulu me tirer, mais le gars n'a jamais. J'ai voulu le débloquer, je me suis tiré dans le pied. Puis le gars pour me tuer, il s'est jamais pointé. Quand je l'ai rappelé, il m'a pas remboursé. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide Blues. Woo!
J'ai voulu me noyer, mais le lac était gelé. J'ai voulu m'étrangler, mais la corde a lâché. J'ai voulu me faire frapper, la lumière a changé. J'ai tout essayé, j'arrive pas à m'en aller. Le cyanure d'eBay, il était périmé. Je me suis résigné, j'ai pas le choix de continuer. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Suicide blues. J'ai le blues, j'ai pété ma fuse. Mais finalement, elle a appelé. Mais c'était pour le loyer. Le fétichisme est un sujet encore tabou aujourd'hui, mais ne laisse personne indifférent. Certains trouvent cette pratique absurde, d'autres amusante. Certains se posent la question « Pourquoi ?» Avec les années, le fétichisme a pris beaucoup de popularité et se pratique sous différentes formes. Aujourd'hui, on voit le poppy play. Vous êtes prêts? Je pense que oui. Le poppy play est une sorte de fétichisme. Comment on peut définir le fétichisme, justement? Le fétichisme, c'est vraiment un intérêt particulier pour une matière ou des objets tels que le cuir, le latex ou même les masques ou tous les trucs qu'on a besoin pour le poppy play. Et puis, toi, dans le poppy play, c'est quoi ton rôle? Tu joues le rôle du handler, c'est bien ça? Le handler ou le maître, tout dépendamment comment on veut le voir. Si on voudrait avoir une définition générale. Ben, dans le fond, c'est pareil comme, je dirais, comme lorsqu'on achète un chien. Le handler va être le propriétaire du chien. Et puis, ben, il a besoin tout simplement de le dresser pour qu'il soit, par chance, il est déjà propre, mais de le dresser justement pour pas qu'il fasse de niaiseries ou lui montrer des tours, des choses comme ça. Ou on peut aller un peu plus loin. Tu veux me donner des exemples justement d'activités? Tu me parles de spanking, c'est quoi ça? Le spanking, c'est vraiment des tapes, on va dire, avec la main autant sur les fesses. On peut utiliser ce qu'on va appeler des floggers, des fouets. Okay. On peut aussi utiliser des paddles, qui est vraiment un peu comme l'ancienne maîtresse d'école avec sa règle. On peut utiliser la règle, on peut vraiment utiliser n'importe quoi qui peut faire un impact au final. OK, donc c'est vraiment au niveau de la punition. S'il fait pas ce qu'il si le chien ne fait pas ce qu'on lui demande, il y a une punition qui vient avec. Exactement, ouais. Bonsoir les poppies! Merci de me recevoir dans votre piscine. Donc, on comprend que le poppy play, c'est de se déguiser en chien, en poppy. Mais qu'est-ce qu'il y en est exactement plus précisément? Mais en fait, c'est pas juste de se déguiser en poppy, c'est plutôt de se mettre dans la tête d'un poppy. Donc, c'est vraiment d'agir dans l'instant présent, de vivre le moment tel qu'on est, lâcher son fou, avoir du fun. Parce que dans le but de ça, en fait, c'est d'avoir du fun. On ferait pas ça pour rien. C'est le plaisir. À quoi ça ressemble une soirée de poppy? Bien, en fait, on a plusieurs types de soirées différentes. Ça peut aller d'un petit 5 à 7, où on va juste boire nos verres avec un masque, là, puis juste socialiser. Comme ça peut aller vraiment à un événement qu'on a mensuel, où ce que là, on va vraiment être beaucoup de gens dans une même pièce, puis vraiment partir en poppy play dans notre piscine à balles. Oui. On a aussi nos tapis pour faire un peu plus de tiraillage, jusqu'à du wrestling. Ça va aussi aller plus dans le côté dog training, où ce qu'il va y avoir aussi, par exemple, du dressage, des commandes, des cages. C'est très, très varié. C'est sûr que ça peut se faire dans la chambre à coucher aussi. Il y a des couples. C'est autant dans l'intimité et à l'extérieur. Ouais.
Et donc, vous le pratiquez plus dans l'intimité? Est-ce que vous êtes plus souvent dans l'intimité? Vous êtes plus du genre à le pratiquer à l'extérieur? Quand on a l'occasion, je dirais, de pouvoir le montrer aux gens, comme par exemple à la journée communautaire de la Pride, on est là aussi pour démontrer c'est quoi, le faire découvrir au monde. On essaie de le faire sortir un peu du tabou, mais c'est pas mal plus en intimité, mais on n'a pas peur quand même de sortir une fois de temps en temps. Donc, dès que vous en avez l'occasion, vous aimez ça pouvoir le présenter, voir que ça... Sortir de notre niche. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Quel bienfait ça vous amène? Moi, personnellement, c'est un déstressant. C'est un peu, on va se le dire, quand tu réfléchis pas, tu vis juste dans le moment présent. J'ai le goût de jouer, je m'en vais jouer. J'ai le goût de chamailler avec quelqu'un, je m'en vais chamailler. Ça libère d'énergie. C'est quand même quelque chose qui est physique. Fait que c'est sûr qu'au bout d'une heure ou deux, moi, là, je suis fatigué, j'ai le goût d'aller me coucher. Puis en même temps, je dors bien. C'est ma façon à moi de vraiment sortir un peu le méchant puis de décompresser. De décompresser, c'est vraiment ça, oui. Ah. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre belle piscine. C'était fort agréable de découvrir ce qu'est le Poppy Play, en espérant que les gens vont voir ça d'une façon différente. Merci beaucoup. C'est bon. Hey, on va chercher la balle. Si ce genre d'activité vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'informations, allez visiter la page Facebook de Wouf Montréal. Et donc, c'était une belle performance d'Éric Farrand à la musique, suivie de Marc, notre cher Marc, très drôle, avec le Poppy Play qui nous a fait découvrir ça. Connaissiez-vous le Poppy Play avant? Pas du tout. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais moi, je connaissais pas vraiment ça. J'en avais un peu entendu parler. Est-ce que c'est une pratique que quelqu'un... pratique ici? En fait, ça fait 14 ans que je fais partie de la scène BDSM. J'ai assisté à plusieurs soirées. Okay. C'est vraiment fun parce que c'est vraiment un jeu de rôle que, autant que ça peut se performer, comme qu'il disait, en privé, que des fois, tu peux même pousser ça à aller promener ton Poppy, qui est un vrai humain, en plein parc La Fontaine. Mais tant qu'il y a est-ce que rien c'est de genre dans le faire. jour ou la nuit? Les deux. OK, les gens sont pas gênés. Je ne pose pas de questions. Aucun préjugé. Faut faire attention avec la cruauté animale. Hein? Non, vraiment. Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui aiment ça, donner des petites tapes à leur chien. Est-ce que... Oui, tout est fait avec Comment ça se consentement, déroule? premièrement. C'est la première règle. Très Deuxièmement, important de mentionner bien important d'établir soit des safe words ou safe gestures, qui veut dire justement, on diminue... Pardon? Comment, c'est quoi un exemple de safe word? Exemple bien basique, la première fois que je joue avec quelqu'un, j'utilise le code de couleur. OK. Tu demandes fréquemment, est-ce que ça va bien? Vert veut dire, bien sûr. Jaune veut dire, on est limite, c'est comme, reste là ou descend. Un rouge veut dire, on stoppe les jeux immédiatement. Okay. Puis est-ce qu'il peut juste crier rouge ou il faut qu'il attende que tu poses la question? Non, c'est lui. En fait, contrairement à ce que le monde peut penser, ce sont les bottoms, parce qu'on n'aime pas utiliser le terme soumis. On parle plutôt de top et de bottom. Oui. Qui viennent à détenir le pouvoir absolu, parce que c'est eux autres qui détiennent les safe words, qui décident si ça continue ou si on arrête. OK. Fait que le consentement est à son maximum, finalement. Exactement. C'est la personne qui est peut-être la plus vulnérable qui est en contrôle. Exactement. Est-ce que c'est une pratique qui se fait plus avec des gens ou seul à la maison? Oui, c'est ça. J'avais demandé s'il y a des couples Poppy Play, par exemple. Pardonne mon ignorance. En fait, il y a des soirées de Poppy Play, justement, comme tu disais, tu peux aller sur toutes sortes de chats ou sinon tu as des sites comme Wouf Montréal que tu peux aller. Tu as des clubs privés communément appelés donjons sur invitation qu'on peut aller pour s'adonner à ce genre d'activité, autant que ça peut se faire dans l'intimité que dans un parc. Super. Bien, écoute, merci de nous avoir partagé ça. Tu t'es livré à nous, c'est super. Et toujours, on vient de parler de déguisement. Là, on continue toujours dans la thématique de tabou, mais via la passion, le mystère et la comédie. Dalla, toi, tu nous parles de deux types d'art. Oui, tout à fait. Le premier, c'est le burlesque. Qu'est-ce que c'est le burlesque? C'est une forme d'art qui mêle la comédie au ridicule. Donc, c'est vraiment l'art de teaser, à guicher, mais sans trop en montrer. Et souvent, c'est tabou parce que les gens associent ça à la nudité. Alors que c'est pas du tout le cas, par exemple. C'est pas du striptease. Mais c'est pas du striptease. Tu vois, par exemple, le striptease, tu te dénudes, alors que dans le burlesque, on s'effeuille, c'est-à-dire qu'on en montre un peu, mais pas trop.
Donc c'est vraiment très réglementé aussi. Et ça a été porté dans les années 20 par le Music Hall au tout début. C'était, tu sais, pendant les temps de crise, notamment il y avait le crash boursier de 1929, et puis les gens, ils avaient besoin, comme ils avaient perdu un peu beaucoup d'argent là, ils avaient besoin de se divertir. C'est ça, exactement. Et donc à l'époque, c'était très populaire, avec des décors extrêmement majestueux, c'était très beau, et puis ça permettait vraiment de relaxer, de se divertir. Ça a été porté notamment par des figures très populaires, comme je suis sûre que vous connaissez Joséphine Baker, vous savez, avec les petites bananes, etc. On la connaît surtout comme ça, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de burlesque, surtout entre les années 20 jusqu'à 40 pendant très longtemps à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu comme un regain de popularité par l'actrice Dita Von Teese. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle était connue principalement pour son couple avec Marilyn Manson, le rocker. Mais c'est surtout qu'elle a été figure du burlesque pendant très longtemps aussi. Et elle a porté aussi la technique de l'effeuillage à travers... elle a vraiment popularisé ça dans tous les... Elle a parti de bar, en fait. Exactement. Et puis dans tous les pays, elle a été connue. Elle a présenté ça au Lido, à Paris, puis dans les grandes villes du monde entier. C'était plus vraiment populaire avant Dita Von Teese. Exactement, tu as raison de le mentionner parce qu'il y avait comme une sorte de soufflet. Et puis après, il y avait comme un regain là, dans 90 jusqu'à 2000 avec Dita Von Teese qui a vraiment popularisé ça. Et puis ça a donné le goût aussi à des gens de se lancer dedans. Pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement un spectacle de burlesque, ça a l'air de quoi? Comment ça se déroule? Moi, j'en fais. Non, je plaisante. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est un peu scénarisé. Il y a beaucoup de scénarisation. C'est comme du théâtre, en fait. C'est en plusieurs actes. Et puis, il y a ce qu'on appelle le burlesque néo et le burlesque classique. Donc, le classique, ça reprend vraiment les codes du ridicule, la comédie, etc. Et puis, tu as le néo, justement, qui a été porté, comme je le disais, par Dita Von Teese avec les feuillages, mais qui rajoute un peu une touche sexy. Et souvent, c'est drôle parce que dans le burlesque, on associe souvent ça dans l'inconscient collectif aux femmes. Alors mais il y a également des hommes mais c'est ça, justement. Il n'y a pas que des femmes, en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui le font et de plus en plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai rencontré une personne très inspirante qui s'appelle Baron Von Stick, parce que tu as toujours un nickname, un nom de scène quand tu fais des shows. Et puis c'est sûr que Georges Tremblay. Ça dépend de la façon que tu vas le dire. Mais c'est ça, donc lui, il a son nom de scène depuis très longtemps et puis ça lui a vraiment permis de se libérer et puis de s'affirmer, d'enlever sa timidité de côté. Il fait ça depuis très longtemps et puis effectivement, c'est une tendance qui s'installe. Il y en a de plus en plus d'hommes qui font ça, aussi bien des hommes que des femmes. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans le burlesque, dites-vous qu'il n'y a pas de case, tout le monde peut le faire. Super! Bonne idée. Yes, je commence ça demain! Ouais. Si vous voulez nous parler d'un deuxième type d'art, quel tout à fait. Tout à fait. Justement, sur la lignée du burlesque, où je précisais que les hommes, justement, il y avait la tendance des hommes, justement, qui faisaient du burlesque avant que c'était les femmes, eh bien, nous avons ce qu'on appelle les drag kings. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Moi, personnellement, je connaissais les drag queens. Mais on entend plus parler des drag queens. Mais c'est ça, parce que c'est beaucoup plus populaire, parce que forcément, quand tu personnifies une femme, c'est toujours un peu plus... il y a plus de matière, il y a du make-up, du maquillage, la grande coiffure, etc., les grands cils, tu peux faire Lady Gaga, Beyoncé, tout ce que tu veux. Alors qu'avec pour le coup, là, le drag queen, c'est une femme qui se personnifie en homme. Et du coup, tu peux faire des figures aussi célèbres et variées comme Justin Bieber. Et justement, moi, j'ai rencontré aussi également une personne très passionnée qui fait ça depuis longtemps sur la scène drag king, décidément, drag king, et qui s'appelle Charlie DeVille et qui se produit, qui personnifie Justin Bieber ou Freddie Mercury, qui est son personnage le plus récurrent. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, il y a une tendance qui s'installe. C'est sûr qu'on se dit, finalement, tout est ouvert à tout le monde. Et puis, tu sais, c'est pas genré. C'est pas parce que tu es drag king que tu es forcément... t'as un genre spécial. Non, c'est juste que c'est ouvert à tout le monde. Mais super. Écoute, ça nous donne des idées de sorties de samedi soir. En tout cas, mais merci, Dalla, pour cette belle découverte. Si jamais vous voulez les voir. Merci beaucoup. Et on espère qu'on a pu démystifier certains préjugés et tabous. Merci à nos collaborateurs ici avec nous. Merci à l'équipe. Mon nom est Audrey et on se laisse avec une dernière performance d'Éric Farrand.
J'ai comme un malaise à l'âme, car je sais ce que je dois faire. C'est notre fin que j'entame, et je ne recule pas en arrière. Qui a tort ou raison, tu ne fais que m'accuser. Mais comme dit le vieux dicton, la vérité va me libérer. La première fois qu'on s'est parlé, nouveau rêve au premier regard. Tout de suite, je t'ai aimé. Mon rêve est devenu cauchemar. Mais je te garde au fond de mon cœur, à l'abri comme une perle rare. Le souvenir d'un bonheur que tu n'as jamais su voir. Et toi et moi, c'est terminé. 2 mots, c'est terminé. 2 autres mots, bye baby. Hey hey, c'est vrai. Et moi, c'est terminé. Pour de bon, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes fins de soirée. Hey, 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 hey. Et maintenant que nous sommes séparés, chacun tout seul chez soi. Et je sais que pour l'éternité, tu vas me manquer quelquefois. Et toi et moi, c'est terminé. Pour de bon, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes